Excellente journée, merci d'être avec nous. Mike nous a rejoint. On termine la semaine avec des ustensiles de cuisine qui ont de drôles de noms. Bonjour Mike. Bonjour Philippe. Bah oui, hein, il y a des fois des trucs là qu'on utilise en cuisine. On sait pas trop comment ça s'appelle. Oui. Chacun y va de son petit nom, mais ça. Genre la langue de chat. La langue de chat. Tiens, c'est quoi ça, c'est machin pour nettoyer les pots là, tu sais. Quand t'es... Ah alors j'ai un autre nom pour ça. Tu verras quoi. Okay, très bien. Alors, on va parler des ustensiles qui ont des noms bizarres dans votre cuisine. Donc la langue de chat, je pense que tu fais référence à la marise, c'est ça? C'est cette spatule un peu flexible, un peu souple, voilà, au bout caoutchouc. Putain, la langue de chat, tu connaissais pas? Non, alors celle-là, je la connaissais pas. C'est toi qui as préparé cette chronique ou c'est moi? Bah écoute, celle-là, je la connaissais pas. Eh ben voilà, je t'ai appris un truc. Moi, j'avais ça. Tu vois que t'as bien fait de venir ce matin. Moi, j'avais ça sous le nom de marise. Ah bah tiens, je connaissais pas marise. Tu vois, marise, donc c'est effectivement utilisé en pâtisserie essentiellement hein, pour racler, entre autres, racler les bols. Comme ça, tu laisses. Il n'y a plus rien dans le pot de Nutella. Tu verras, tu prends ça. tu sauves la vie des enfants le matin pour le petit déjeuner. Donc voilà, ça c'est la marise. Ça vient effectivement. En fait, c'est le prénom d'une cuisinière qui s'appelait Maryse, qui officiait au château de la famille de Buyer, qui était un fabricant d'ustensiles de cuisine. Et puis, en fait, c'est elle qui a mis au point ce système et tout. Et du coup, la famille qui l'employait a décidé de donner le nom de son employé, Maryse, à cet ustensile. Donc c'est une jolie petite histoire. Je savais pas. Voilà, exactement. Le bain-marie. Un partout. Hein. Le bain-marie, tu vois. Oui, le bain-marie, ouais. Pourquoi on l'appelle le bain-marie? Évidemment qu'il y a une Marie là derrière. Ça, c'est clair. Certainement. Voilà, c'est Marie la Juive, une savante du 3e siècle avant Jésus-Christ, qui est considérée comme l'une des fondatrices de l'alchimie. Et c'est à elle qu'on attribue en fait cette invention de cette technique qui est de chauffer une substance en plaçant son récipient dans un bain d'eau chaude pour que la chaleur soit douce et constante. Donc d'où le nom de bain-marie. Hein. D'accord. C'est de là que ça vient. Comment t'appelles toi le petit ustensile qui te permet par exemple d'éplucher tes pommes de terre ou tes carottes? Un éplucheur. Voilà, un éplucheur. Moi aussi, j'aurais tendance à l'appeler comme ça. Il y a un nom? L'économe. T'as déjà entendu ça? Oui, c'est juste. Oui. Voilà, l'économe. Alors, on pourrait penser que c'est un nom suisse, mais en fait, pas du tout. Hein. Ça vient de la France. Ça a été inventé en 1929. Donc, l'éplucheur. Hein. C'est vrai que basiquement, c'est ça. C'est pas beau comme nom. Ouais. Pourquoi ce nom? Parce qu'en fait, celui qui l'a inventé a dit tu vas pouvoir économiser non seulement du temps, mais aussi de la matière, parce que tu vas pouvoir enlever la peau de manière beaucoup plus efficace, sans gaspiller finalement ton plat, ton aliment de base. Donc voilà, cet ustensile que beaucoup de gens appellent éplucheur. Un économe. Voilà, ça s'appelle économe, c'est le nom, officiel. Okay. Et puis le cul de poule. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Alors le cul de poule, c'est un bol un peu bombé en forme de, on va dire, de demi-boule vraiment quoi, qui permet effectivement, qui a une forme spécifique, qui permet notamment quand tu bats par exemple des blancs en neige ou des choses comme ça, qui permet d'incorporer de l'air grâce justement à la force centrifuge que tu vas apporter, mais c'est sa forme vraiment spécifique qui le rend indispensable, surtout en pâtisserie. Alors pourquoi on l'appelle comme ça? Tout simplement parce que certains disent ça ressemble à un cul de poule quoi, tout simplement. Ça ressemble au popotin d'une poule. On n'est pas allé chercher beaucoup plus loin. Hein. Il y en a d'autres qui disent que c'était qui disent que c'est une contraction médiévale dans le vieux langage qui est amené finalement à l'appeler ainsi cul de poule. Donc voilà, on saura pas trop finalement d'où vient exactement ce nom, mais c'est vrai que quand tu regardes par exemple des émissions culinaires style Top Chef et puis que tu les entends dire je vais utiliser un cul de poule, c'est vrai que la première fois que tu l'entends, les premières fois ça fait toujours un peu bizarre. Ça fait bizarre, ouais. Mais non, c'est Chebès, il dit ça, c'est bizarre. Ça n'a rien de on va dire d'animal ni quoi que ce soit quoi. C'est vraiment ce bol utilisé largement en cuisine. Merci pour ces informations et ce cours d'ustensiles de cuisine, de manière. L'économe, on retient. L'économe, effectivement. Et puis la langue de chat aussi, vous avez retenu, hein, attention. Ah oui, non, mais celle-là, ouais, je la note.
Gauthieron a écrit l'histoire. Les Dragons ont remporté leur premier titre de champion de Suisse après une victoire spectaculaire 3-2 en prolongation face au HC Davos lors de l'acte 7 de la finale. Une série extrêmement disputée marquée par plusieurs matchs serrés et des tensions en tribune, notamment en coulisses. Le directeur général John Gobi évoque un succès sportif majeur mais aussi des enjeux organisationnels, sécuritaires et financiers pour le club fribourgeois. Et John Gobi, vous savez quoi, il est avec nous ce matin. Bonjour John. Bonjour. Merci d'être là ce matin, merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation, c'est un grand plaisir d'être ici avec deux gros personnages du sport et de la musique. C'est un vrai plaisir pour nous de te recevoir. Félicitations déjà pour commencer. Non, mais merci beaucoup, c'est clair que c'est un travail depuis plusieurs années et puis même pour toute l'organisation c'est quelque chose d'historique, pas uniquement pour nos organisations mais aussi pour tous les Fribourgeois, tous les fans de Gauthieron, aussi tous les gens qui ont travaillé depuis plusieurs années pour l'organisation avant moi, les administrateurs, les collaborateurs, les anciens joueurs, c'est un travail vraiment ça depuis plusieurs années et puis après 46 ans dans la plus haute division, le club qui a été plus longtemps dans la plus haute division a réussi à gagner sur une saison incroyable qu'on a vécue cette année. Oui, on est content, mais avec aussi beaucoup d'humilité parce qu'on sait que pour arriver là, il y a beaucoup de travail derrière. Il faut toujours rester humble pour même en cas de victoire. Et puis, on est content à ce moment-là. Est-ce que tu as eu des moments de doute quand même à un moment donné pendant ces playoffs? Ouais, c'était des playoffs particuliers. Quand on sait statistiquement qu'on arrive de les premiers du classement, la pression est très haute pour arriver jusqu'à le dernier tour. Les dernières 4 ans, c'est pas dans 5 ans, c'est les premières deux qui sont arrivées chaque année en finale. La pression, elle était là, on l'a senti comme organisation, surtout l'équipe aussi du sport l'a senti vraiment le premier tour contre Apesville. Un tour très compliqué, on est une équipe qui est très bien structurée, qui fait du très bon travail depuis plusieurs années, et puis une équipe qui ne nous a pas convenu pendant le championnat et nous a pas convenu pendant les quarts de finale. Et c'est vrai que match 7 à Fribourg, on était mené 3-2, on sentait aussi dans le public, l'équipe était un peu, tout le monde était tendu. J'ai fait le tour de tous les espaces et je sentais que les gens étaient un peu dépités. Mais non, j'ai toujours gardé espoir parce qu'on a toujours trouvé des solutions pendant toute la saison, surtout à la fin du match. Et ce qui s'est passé contre Apesville. Mais ensuite, c'est comme si quelque chose s'est déclenché. Et puis, quand Genève, une des équipes aussi favorites pour le titre, vraiment très bien structurée, une équipe avec beaucoup de qualité, un bon gardien, bonne défense, peut-être pas une profondeur exceptionnelle, mais Genève est une équipe avec beaucoup de talent et qui est donné favori par rapport à cette série contre nous. Et finalement, on a pu livrer la marchandise avec un Reto Berra impérial dans les buts et très bien structuré aussi à niveau de notre jeu. Et en finale, malgré on était donné facilement battu par beaucoup de vos confrères et collègues, surtout en Suisse allemande, on a tout de suite bien commencé. C'était une série incroyable contre Davos. Jamais eu ça. Premier 4 matchs, 4 victoires à l'extérieur pour les équipes. L'avantage à domicile inexistant. Je pense qu'il y avait aussi beaucoup de pression et une finale vraiment spectaculaire à tous les niveaux. 4 matchs en prolongation. Aussi, on va pas répéter l'histoire de Jonas Sprunger, on en s'est parlé dans les médias, mais on sentait qu'il y avait quelque chose de spécial qui s'est créé. Davos, pour nous, comme organisation, c'était quelque chose de magique. C'est là qu'on a gagné le premier titre. C'est là que justement quelque chose est déjà mis en marche après la victoire de la Coupe Spengler. C'est notre moment pour Gauthieron. On peut parler d'un tournant dans l'histoire du club après ce sacre, quand même. Moi, je pense que j'avais annoncé avant les playoffs, avant les finales, j'ai annoncé que être en finale, c'est un game changer pour l'organisation. J'avais dit que non, parce que pour nous, c'est pas... C'est l'être en finale, c'est pas un game changer, c'est un processus qu'on a mis en place maintenant depuis plusieurs années pour en arriver là. On a changé beaucoup de choses dans notre organisation, on continue de les changer parce que c'est un processus. Et le titre maintenant, c'est pas une finalité, mais c'est aussi un processus. Maintenant, on a eu une séance pas plus tard qu'hier avec le directeur sportif et le coach, qui maintenant il part aujourd'hui, il rentre en Suède, Roger chez lui. On a déjà les 3, on est complètement alignés pour aller chercher maintenant 2 nouveaux titres cette saison, parce qu'on est déjà en saison 26-27. Et c'est pas vraiment un changement à court terme comme ça, je peux pas encore le quantifier, mais on voit vraiment pour les gens, pour
l'histoire du club, tous les gens proches du club, les anciens joueurs, les administrateurs, tout le monde. On a vu maintenant la fête de samedi, c'était quelque chose d'incroyable, tellement émotionnel. On était surpris du monde qu'il y avait. Et on a senti vraiment pour beaucoup de monde, c'est comme un relâchement. On l'a fait, des gens même, ils ont dit, dans les médias, ils ont dit, Gauthieron a gagné, je peux mourir tranquille. Voilà, ma femme justement m'a dit, c'est fou quand même. Je peux mourir tranquille. Non, mais les ailes du dragon s'agrandissent. C'est vrai qu'à Fribourg, on sait à quel point Gauthieron est important. Ça fait quelques années que tu travailles là-bas, donc tu le sentais déjà, mais là, tu l'as vraiment vu. Est-ce que tu t'imaginais que c'était à ce point-là? Moi, j'ai été vraiment bluffé de voir cet engouement dans tout le canton, que ce soit le soir de la victoire et surtout samedi quand vous avez fait la parade. On était tous surpris, même à l'intérieur de l'organisation, le monde qu'il y avait pour le match 7. On était guichet fermé pour la 102e fois de suite, sans avoir l'équipe qui joue. À l'extérieur, il y avait encore 20 000 personnes qui regardaient le match sur le grand écran. Excellent. On est rentré à presque en même temps que l'équipe, à 5h du matin, et il y avait encore 7 000 personnes sur la place qui attendaient l'équipe. C'était fantastique. C'est vraiment, on sentait vraiment ça, mais on sent que Gauthieron, voilà, dans le canton, de la région, de la ville, je dis, c'est comme une religion. Il y a la cathédrale pour notre religion, et puis il y a les gens Gauthieron pour la cathédrale BCF. La BCF Arena, c'est la deuxième cathédrale de Fribourg maintenant. Mais non, moi, je suis la première ou la deuxième. Il y a sûrement plus de monde à la BCF qu'à la cathédrale. Le taux d'affluence est le plus haut, heureusement. Bon, alors après un tel titre, le plus dur, c'est quoi maintenant la suite pour toi? Quand tu imagines... Non, maintenant c'est pour tous nos équipes, pour toutes mes équipes. Maintenant, et on a une saison quand même très 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 chargée. Et bien sûr, quand on arrive en play-off, c'est la cerise sur le gâteau, mais l'arrivée au match 7, comme on a dit, avoir 30 000 personnes devant la patinoire, qu'il faut donner à boire, à manger, la sécurité. Et puis maintenant, on a encore un des plus gros projets de l'histoire du canton Fribourg et de la Suisse romande avec les championnats mondiaux qui est à Fribourg. Voilà, les équipes, c'est clair, on sent que voilà, ils doivent se reposer un petit peu, mais on peut pas trop parce qu'il y a quelque chose d'incroyable qui va arriver devant nous. Mais non, c'est une période fantastique pour toute l'organisation. On a, dans l'espace de 2 semaines, le plus gros événement de l'histoire du canton et du club, avec 800 000 personnes, le titre de Gauthieron qui fait rêver encore maintenant beaucoup de monde. Et dans 10 jours, un peu moins que 10 jours, les championnats mondiaux qui est à Fribourg. Alors, c'est quelque chose de fantastique à vivre pour nous, mais qui demande aussi beaucoup d'énergie. Et je tiens aussi à remercier toutes les équipes qui font un travail extraordinaire pour être présents. Voilà, personne n'a pris du congé pendant tous ces playoffs. Les gens, ils ont travaillé dimanche, juste après la parade, pour la remise en place, parce qu'on doit donner ça directement à les championnats du monde. C'est pratiquement déjà prêt pour accueillir les championnats du monde et les équipes qui arrivent dans quelques jours. Travail extraordinaire qu'il fait. Faut vraiment être fier et puis de ce qui est fait maintenant à Fribourg. Et puis je suis très fier de tout ce qui est fait et qui va être fait. En tout cas, encore bravo et merci John Gobi. Et puis tu transmettras à toute l'équipe nos meilleures salutations et félicitations. Félicitations évidemment. Merci John. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler des championnats du monde alors. Avec grand plaisir, toujours un grand plaisir. Bonne journée à toi et merci beaucoup. Merci à vous. Hey, l'invité du matin dans le Morag Show. Vous écoutez le Morag Show. Vous écoutez le Morag Show. Vous écoutez le Morag Show. Bienvenue sur la première matinale multidiffusée de Suisse romande. Très bonne matinée, destination Londres avec Mike Perez ce matin qui nous emmène dans une exposition exceptionnelle. À l'occasion des 100 ans de la naissance de la reine Elisabeth II. Alors, elle est décédée en septembre 2022. Mais là, à Buckingham, tu vas pouvoir découvrir sa garde-robe secrète. Allons donc. Les sujets de Mike. Destination London pour une exposition exceptionnelle. On va parler de la reine d'Angleterre, là, dites donc. Oui, il y a quelques 200 pièces qui sont exposées dans le palais de Buckingham. Des pièces dont certaines, la moitié à peu près, n'avaient jamais été montrées au public. Alors, elles ont été piochées, ces pièces, au sein de la garde-robe de la reine qui comptait, à ton avis, combien il y avait de tenues Je pense que ça doit être un chiffre impressionnant. Alors, il y en avait encore
conservées, il y en avait 4000. Ah ouais. 4000 tenues de la reine Imagine la d'Angleterre. gueule du dressing, quoi. Voilà. Ça va. Que ce soit des robes de cérémonie, que ce soit des tailleurs, les chapeaux, des accessoires, des bijoux. Mais il y avait aussi en fait des échantillons de tissus qui étaient utilisés, prévus pour confectionner. C'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'elle était tout le temps bien la même chose. Ouais. Mais en fait, c'est là que tu vas apprendre à travers l'exposition que la reine elle-même, elle était impliquée dans l'élaboration de ces tenues. C'est elle qui décidait ce qu'elle voulait porter. Elle choisissait ses couturiers et ses fournisseurs et elle avait vraiment un contrôle sur tout. Elle disait si je porte des couleurs ternes, personne ne me remarque. C'est pour ça aussi qu'elle avait toujours des couleurs assez vives. Hein. On se rappelle effectivement de l'avoir avec des couleurs un peu pétaradantes. Hein. Pétante. Voilà. Et puis avec toujours et souvent même, je dirais, son chapeau. T'as utilisé Panos l'autre jour, on peut dire pantoufle. Et on la reconnaissait effectivement entre tous et toutes, hein, la reine Elisabeth. Ouais. Donc c'est une exposition qui a lieu donc à Buckingham jusqu'à la fin de l'année, enfin jusqu'au 18 octobre, hein, pour être tout à fait précis. Donc si vous êtes de passage dans la capitale anglaise, britannique, et que vous avez envie de finalement vous émerveiller devant les tenues de la reine mère, n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a quand même aussi, faut le souligner, plein d'autres choses à faire. Ouais. Non mais il y a même sa robe de mariée qui est exposée. Et sa robe de mariée, elle est quand même ornée de plus de 10 000 perles de culture. Hein, donc c'est vraiment j'ai envie de te dire un bijou en soi déjà. Et il y a aussi sa robe du couronnement qu'elle avait portée donc en 1953, sur laquelle avait été brodé avec des fils d'or et d'argent tous les emblèmes floraux du Commonwealth. Donc voilà, ce sont de très très belles pièces de collection historiques qui sont exposées. Donc si vous avez prévu de faire un petit saut à Londres, allez voir. Soyez aussi vigilants au niveau des réservations parce que c'est une exposition où les billets partent très très vite, donc anticipez un tout petit peu si vous avez envie d'aller visiter la garde-robe de la reine. Très bien, c'est noté. Et si vous devez aller avec une compagnie low cost, vérifiez qu'elle n'a pas annulé son vol. Voilà, exactement. Faites attention. Merci Mike Pérez. À très vite. Le Morad Show, partout en Suisse romande. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. Il est l'heure de retrouver Vanny. Bonjour Vanny. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Comment tu vas ? Bien et toi ? Bon écoute, ça va. La chronique de Vanny. La chronique de Et on parle de quoi aujourd'hui? Ça va aller mieux puisque t'es là et on va parler de vin, donc c'est la bonne humeur. On va parler vin, on va parler vacances, on va parler énotourisme. Ah, ça c'est bien. Et en Suisse, bien sûr. Ouais, ça va déjà mieux, tu vois. Ah, tu vois, tout de suite ça remonte le moral. J'espère qu'à vous aussi qui nous écoutez. Je vous propose donc de voyager mais sans quitter la Suisse. Parce que le vin suisse, ce n'est pas seulement la bouteille que l'on ouvre. Non, c'est aussi le territoire qu'on va pouvoir vivre grâce à l'œnotourisme qui est en plein essor chez nous. Et pour cause, la Suisse viticole ne se contente pas d'être dégustée, elle se découvre, elle se parcourt, elle s'expérimente. Du Lavaux classé à l'UNESCO, aux terrasses vertigineuses du Valais, en passant par les collines du Tessin ou les rives paisibles des Trois-Lacs, chaque région raconte une histoire différente. Mais c'est ce qui fait aussi la force de l'énotourisme suisse, c'est les rencontres avec les vignerons passionnés qui ouvrent leur cave, partagent leurs gestes, leur quotidien et leur vision du vin. Donc on goûte pas seulement du vin, Philippe, on comprend d'où il vient et comment il est fait. Et du coup, l'expérience va encore plus loin. Par exemple, aussi, vous pouvez carrément vous baigner maintenant au milieu des vignes avec Swiss Wine Therapy, que j'avais notamment reçu dans la goutte. J'étais partie dans ce bain pour faire l'interview. C'est très original. C'est pas un bain de vin, non. Alors non, mais il y a des feuilles de vigne dedans. Ah, voilà. Et les soins sont à base de vin.
Ouais, donc la mare, etc. Sympa. Le mar plutôt. Le mar, ouais. Donc on est dans une immersion sensorielle entre nature, eau et vin bien évidemment. Et puis il y a des soirées aussi, des soirées musicales dans plein de domaines, notamment par exemple pour le Lavaux Vitis Musicalis, un endroit magnifique avec une vue exceptionnelle où le vin se mêle à la musique dans un cadre, couper le souffle. Vous pouvez aussi participer à des vendanges, dormir au cœur d'un vignoble ou simplement déguster un verre en face du coucher de soleil. On ralentit, on respire, on prend le temps dans un monde qui va toujours plus vite. Ça peut être ça aussi le vrai luxe aujourd'hui. Pourquoi pas. D'aller faire une sortie et de devenir touriste dans sa propre ville. Mais oui, J'aime bien moi c'est l'idée. bien. C'est bien parce qu'il y a toujours des choses à découvrir. Exactement. Et en plus, c'est super méga intéressant. Bienvenue sur la première matinale, multidiffusée de Suisse romande. Sans plus attendre, on retrouve Monsieur Goemio, Knut Vander. Bonjour Knut. Bonjour. Les coups de cœur, gastronomie. Les coups de cœur, les coups de cœur. Gastronomie, on parle fondu comme pour la 5e fois d'ailleurs cette semaine. Fondu qui cette fois va être dégusté à Châtel-Saint-Denis. Ah. Est-ce que vous connaissez Châtel-Saint-Denis? Mais oui, Châtel-Saint-Denis, c'est très très joli, Châtel-Saint-Denis, et je crois savoir où vous allez nous emmener. Ah, bien voilà, où ça? Il n'y a pas un cinéma juste à côté? Alors, je suis jamais allé au cinéma. C'est pas ça? Bon, j'ai essayé. Hein, Non, je ne sais pas, c'est possible qu'il y ait un cinéma. Mais c'est pas le Tivoli, c'est ça? Quelque chose... C'est le Tivoli, bravo, exactement. Oui. Bingo, de nouveau, vous avez gagné. Le Tivoli, qui est un endroit absolument incroyable. C'est la 5e génération maintenant de la même famille qui gère ce Tivoli. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que le décor est quand même unique. Il est complètement tapissé de boiseries sculptées. C'est 130 bas-reliefs qui ont été faits par un sculpteur de la Tour de Paix qui s'appelle Roland Ney et qui, entre 1955 et 1977, a sculpté des chèvres, des vaches, des armaillis, des paysages fribourgeois. Donc ça donne quelque chose de très très particulier. Et puis, il faut savoir aussi que c'est une brasserie à l'ancienne avec un service enlevé. Disons, c'est pas du tout raffiné, mais c'est du très très cordial. Donc ce café du Tivoli, eh bien, je pense que c'est une très très belle adresse pour aller manger quoi? Bah la fondue, je vous le donne en 1000. Eh bien, bravo, oui, exactement, c'est de nouveau la fondue et vraiment qu'elle soit tout vacherin, qu'elle soit déclinée dans d'autres formats. Enfin, en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que au Tivoli, eh bien, la moitié-moitié n'en est pas une puisque c'est 1/3, 2/3. Ah. C'est 1/3 œillère, 2/3 vacherin. Eh bien, je pense que c'est pour ça que cet endroit a cette réputation unique. C'est parce que cette fondue, elle est d'une volupté absolue. Maintenant, si vous n'aimez vraiment pas la fondue, ce que je ne peux même pas imaginer, mais si vous n'aimez vraiment pas, eh bien, allez manger du jambon de la Borne. Il est aussi absolument excellent. Ou bien des croûtes ou des omelettes. Enfin bon, il y a toutes sortes de jolis plats très traditionnels. En tout cas, le Tivoli a aussi été présent à la maison suisse lors de Jeux Olympiques. Donc, c'est pas un hasard s'ils ont été choisis. Le Tivoli est une vraie référence. Et puis, moi, en tout cas, j'adore aller manger la fondue au Tivoli. On l'a bien compris, en tout cas. En tout cas, ça nous a bien ouvert l'appétit. Et merci de nous avoir fait rêver avec cette semaine spéciale fondue dans le canton de Fribourg. En plus, référence, évidemment. Merci, Knut Vander.